Voilà. Donc ouais, comme d'habitude en début d'émission, en fait je dois brancher mon casque, j'ai besoin de le faire avant l'émission et après ça fait bugger, je sais pas pourquoi. Donc normalement ça doit être revenu. Merci de me confirmer. Et on va enchaîner. Donc je disais oui, on est sous le point pivot du jour. Normalement c'est bon. Hein. Alors je vais mettre sur le Mumble en même temps. Ok, merci M15. Donc pression de fond largement vendeuse, donc c'est un peu étrange de prendre position à l'achat dans ce contexte. Mais bon, c'est le jeu. Alors, on va essayer de voir déjà pourquoi j'ai pris une position à l'achat. Je l'avais dit, hein, c'était pas très cohérent depuis hier, j'étais pas spécialement content. Ce cas, c'est qu'une fois que j'ai ma position acheteuse, j'essaye de la gérer. On aurait pu sortir en gain ce matin, on est repassé en profit. J'ai pas eu l'occasion de le faire. Je regrette pas non plus que ça, parce qu'on a une zone de support qui s'est mise en place. Tant qu'on est au-dessus, on peut avoir des acheteurs qui reviennent. Alors, on a des plus bas significatifs qui ont été marqués, ce qui fait qu'on peut tracer des retracements de Fibonacci, voilà. Donc en M15, voilà ce que ça donne. Et si on part sur une phase de retracement, ça peut être cohérent en avoir pris position à l'achat. Parce qu'on peut avoir vraiment des gros mouvements. Alors 14h29, il faut que j'aille voir tout de suite s'il n'y a pas des nouvelles d'ordre macroéconomique. Donc je vais sur Forex Factory, on va regarder ce qu'il y a. Alors, ouais, il y a des nouvelles, mais c'est par rapport à l'économie canadienne. Ça pourra faire bouger quand même les cours. Sinon, on a des chiffres relatifs à l'économie américaine de moyenne importance. Donc on va suivre ce que ça donne. On va rester sur du court terme donc. Alors, moi toujours la même approche, hein. De la moyenne à la baisse jusqu'à 3 positions ouvertes en même temps, et des stop loss placés. Donc, en l'occurrence sur l'euro dollar, j'ai un stop loss à 1.2968. Donc il est assez loin. Autre position en cours, hein, sur NZDUSD toujours. Alors les intérêts sont positifs, je sais pas s'ils ont été crédités, ouais voilà, ils ont été crédités. Bon, c'est des petits intérêts, hein. De la position, voilà, 3 centimes, 1 centime, etc. Bon, toujours mieux que rien. Et mais pas grand chose de plus à signaler. NZDUSD je laisse courir pour le moment, les acheteurs sont bien revenus, hier on était à moins 8, là on est à moins 3. En journalier, on a une bougie de correction, bon la pression reste vendeuse, mais la dynamique, la tendance de fond est haussière, donc on est dans ce sens là. Les chiffres ont dû tomber là par rapport à l'économie américaine. Voilà, les chiffres sont tombés meilleurs que les attentes hein, dans l'ensemble. Par contre, par rapport à l'économie canadienne, c'est beaucoup moins bon. Alors là, sur USD-CAD, ça doit bouger à mort. D'ailleurs, au lieu de parler comme un con, je ferais mieux de regarder USD-CAD. Parce qu'à chaque fois, je me concentre que sur des paires de devises les mêmes, alors qu'il y a peut-être des choses à faire. Mais bon, de toute façon, ils augmentent trop les spreads chez Wanda quand les news sont publiées. Donc il faut que j'attende un petit peu. Voilà, on a une belle progression haussière sur USD-CAD. Donc le dollar canadien qui souffre. Je vais suivre le mouvement. Alors ça y est, ça s'est calmé, oui. Donc je prends une position acheteuse sur USD-CAD. Et je suis le mouvement initial, voilà. Donc là en l'occurrence je me suis mangé un spread de 2 pips sur USD-CAD, c'est raisonnable. On va voir ce que ça donne. Je suis le mouvement, il y a quand même une grosse différence. C'est les permis de construire relative à l'économie canadienne. Donc je suis le mouvement et puis on verra ce que ça donne. Bon c'est des micro-lots, hein, donc c'est pas un gros risque par rapport au capital. Donc je placer mes stops. Alors j'ai pas du tout regardé, hein, donc USD-CAD on va faire l'étude générale. Je vais ouvrir 3 graphiques hein, sur 3 unités de temps différentes. Ici le H1 et je termine par le journalier. On est sur un élan haussier, on est sur 1, 2, 3, 4, 5 bougies haussières d'affilée en graphe journalier. On avait un triangle duquel on est sorti à la baisse. On n'a pas tout à fait atteint l'objectif. On a corrigé. Des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus bas. Voilà. Là on a des acheteurs qui mettent la pression, donc on verra ce que ça donne par la suite. Voilà ce que j'ai. Donc par contre attention, on approche d'une zone de résistance. Je l'ai pris au feeling, hein, je l'ai pris sur la publication de la news. Pas de regret particulier. En H1 on a un très bel élan haussier. Donc quoi qu'il arrive on suit le mouvement en cours. Par contre attention, zone de résistance au-dessus ici. Il faudra la casser.
Bon, c'était sur l'élan d'une news, si ça se passe mal, on verra. Quoi qu'il arrive, je suis dans le sens de la dynamique de fond. Donc, j'ai placé mon stop sous les plus bas qui avaient été marqués ici, sur USD-CAD. Donc à 0.9841, je vais mettre à 0.9840. On tourne autour de la parité hein, sur le dollar face au dollar canadien. Putain, pourquoi il va pas mettre 0, je comprends pas là. Allô? Voilà. Donc j'ai mon stop, j'ai le droit à 2 positions supplémentaires, donc on gérera ça. Dans un premier temps, ça s'est pas très bien passé, puisqu'on a plutôt tendance à se retourner. Donc déjà la news n'a pas amené un gros mouvement, on verra ce qu'il en est. Par la suite, on a du temps. NZD, USD, alors... Le stop... Ouais, je vais le laisser à 0.8037. Alors l'idée c'est de pas trop mettre ses œufs dans le même panier. Alors là en l'occurrence toutes mes paires sont relatives au dollar, bon c'est souvent le cas malheureusement au niveau des majeurs. Je suis acheteur sur le dollar néo-zélandais et sur l'euro face au dollar, parce que c'est quand même deux devises pas spécialement corrélées, hein, il y a quand même un bel écart entre les deux. Et acheteur sur le dollar face au dollar canadien. Donc là dans l'ensemble mon panier est assez bien mixé. Il n'y a pas de risque voilà, de mettre tous ses œufs dans le même panier. Il y a quand même une différence. C'est pas comme si voilà, on achète l'euro-dollar, on vend le dollar face au franc suisse. Là, on s'expose doublement. Ou on peut gagner 2 fois aussi. Alors, j'ai jeté un coup d'œil aux indices. Parce que du coup, je débarque. Je ne sais pas du tout ce qui se passe, etc. aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on a une reprise sur le CAC après une grosse journée de baisse hier. Sur le DAX également. Est-ce qu'on accélère à court terme? Je repasse sur le CAC. Non, on a de l'hésitation, on a une journée légèrement haussière et voilà. Si on prend les plus hauts et plus bas du mouvement de baisse, alors on va prendre les plus hauts qui a été marqués hier, les plus bas marqués récemment, voilà. On est à plus de 23,6% de retracement, voilà ce que je repère moi. On a cassé la résistance oblique baissière, voilà, pas grand chose d'autre. Au niveau de la vente sur Eurodoll, on est à 237 € de profit, donc c'est bien. Les swaps continuent à s'accumuler sur Euro franc suisse avec toujours un léger gain, 5,88 €. Au niveau des marchés US, on est sur une petite phase de correction, c'est une grosse baisse. Donc là, les marchés actions pour le moment sont tous corrélés, il n'y a pas de mouvement particulier. Alors, est-ce qu'on aura d'autres nouvelles cet après-midi? Pas particulièrement importantes, si ce n'est à 16h30 heure française, on aura les inventaires du pétrole. Donc on se fera ça attentivement. C'est de l'importance moyenne et c'est tout. Par rapport à l'économie américaine, on aura le crédit des consommateurs à 21h française, mais on sera plus là, plus ensemble. Donc pour cet après-midi, il n'y a pas grand-chose d'autre à regarder. Alors, je vais regarder ce qu'ils se dit sur le chat. Salut à ceux qui nous ont rejoints au fur et à mesure. C'est le début de la fortune, c'est large comme stop. Oui, lol, c'est large hein, comme stop. En ce moment, j'utilise une approche qui nécessite des stops larges. J'accumule les profits, on verra si ça paye sur le long terme ou pas. Pour le moment, je vous rappelle, vous pouvez suivre les résultats en direct hein, en cliquant sur le lien résultat au-dessus du cadre de diffusion de l'émission. Désolé pour ceux qui suivent l'émission régulièrement, je me répète un peu, donc c'est pas évident, mais voilà, c'est important pour ceux qui rejoignent au fur et à mesure, etc. Donc, si ça veut charger, parce qu'a priori, il y a un souci là. C'est quoi le problème? Pourquoi il m'affiche pas ça, je comprends pas. 2 petites secondes. Ah bah du coup je peux pas l'ajouter. Bon, du coup je l'avais enlevé hier pour mettre la bannière Saxo Bank comme on recevait Alexandre Baradez et je pense que j'ai oublié de remettre la bannière qui affiche les résultats du compte. Donc vous pouvez retrouver les résultats du compte en direct. Ah bah non en fait il y a un problème avec MyFixbook, ok c'est bon. Je vais voir si je peux me connecter à leur site. Non, a priori ça bug du côté de MyFixbook, donc c'est pour ça. Mais en gros vous avez le suivi des résultats, normalement qui apparaît au-dessus du cadre de diffusion des émissions. Et donc vous avez plusieurs moyens de chercher, de suivre les résultats. Vous pouvez suivre les résultats en direct, vous avez plusieurs informations, etc. Comme la perte maximale, le gain en cours, etc. Et donc là en l'occurrence c'est un compte qu'on a commencé avec à la base 200 €. Ensuite j'ai ajouté 200 et 200. Ce qui fait qu'au total au niveau des dépôts c'est 600 € déposés. On est actuellement à 641 € d'équité, donc ça se passe bien. Je crois qu'en pourcentage on doit être à 17% en position clôturée, un droit de maximal de 5%. Pour le moment ça reste acceptable et plutôt pas mal. On verra ce que ça donne par la suite. Sur Eurodollar, là on a des acheteurs qui tentent de reprendre en main le marché.
donc un dollar qui souffre très légèrement à court terme. On reste au-dessus des précédents plus bas, donc de la zone de support horizontale, donc c'est plutôt pas mal. On verra ce que ça donne par la suite. Ok, donc on laisse courir ça et on verra ce qu'il en est. Voilà. Je pense que ça va ranger et pas faire grand chose avant demain 21h. Alors pourquoi ça, Nico? Qu'est-ce que tu as demain à 21h? Moi j'arrive à voir ton compte qui est à plus 17%. Ok Lolo, ok lol pardon. Nico qui dit ça sera l'annonce pour les banques qui procèdent à l'échéance grecque. Ah oui d'accord, oui c'est vrai, ça sera important à regarder. Alors, je vais finir. Alors on passe au contexte fondamental avec Boursorama. Alors voir les nouvelles qui catalysent l'attention aujourd'hui. Hein, parce que dans le cadre intraday, le fondamental pour moi c'est plus du psychologique, c'est voir quel sujet intéresse les investisseurs chaque jour. Alors là les gros titres c'est donc Grèce, 39% seulement des créanciers privés prêts à participer à l'échange de dette. Les créanciers privés s'étant déjà prononcés en faveur de l'échange de dette grecque ne représentent pour l'instant que 39,3%, soit 81 milliards d'euros sur un montant total visé par cette opération, a indiqué mercredi. Bon bref. La Chine sous pression en 2012 sur le front de l'emploi. La Chine sera confrontée en 2012 à des défis dans le domaine de l'emploi en raison du nombre important de personnes cherchant une activité et des déséquilibres structurels sur les marchés du travail, a affirmé mercredi le ministre. PSA n'exclut pas de prendre une part d'un GM à court terme. La production automobile mondiale a progressé de 3% en 2012. C'est pas mal ça. La Grèce jette ses dernières cartes pour réussir à réduire sa dette. Malgré l'accalmie sur les marchés, les investisseurs désertent la bourse. Malgré le début d'année plutôt favorable sur les marchés européens, les investisseurs professionnels et particuliers rechignent à investir en bourse, une prudence qui trouve sa source dans la crise de la dette, mais qui traduit également un désintérêt durable pour les actions. Donc c'est pour ça que quand vous voyez des hausses comme ça, comme on a eu ces derniers jours, et que derrière ça ne suit pas, il faut se méfier, parce que c'est pas des hausses soutenues, et on voit que dès qu'il y a des raisons de partir à la baisse, et c'est ce que je craignais, et pour l'instant c'est ce qu'on observe avec la baisse d'hier, c'est assez franc. Et moi c'est ce que je pense, on verra si ça continue comme ça, peut-être que je me trompe, hein, j'ai peut-être une mauvaise lecture, c'est possible, je suis pas expert en compréhension, en analyse fondamentale et psychologique. Carence d'Areva dans le dossier Euralia, on s'en fiche. 5 fonds de pension grecs contre l'effacement volontaire de la dette. 5 petits fonds de pension grecs sont opposés à l'opération d'effacement volontaire de plus de la moitié de la dette grecque détenue par les créanciers privés nécessaires pour éviter au pays un défaut. AXA achète les activités assurance HSBC en Asie et au Mexique. Japon, Olympus et 3 dirigeants mis en examen pour falsification. Voilà donc les gros titres. Alors, quelques petits mots là par rapport aux émissions, alors que l'euro reprend, par contre toujours à moins 5,64 €, ça se passe pas notamment du côté de notre prise de position à l'achat sur le dollar face au dollar canadien, pour le moment qui est négative. On recevra Nicolas Chéron, donc là c'est confirmé, mercredi prochain à 14h45, donc vous serez tenu au courant, ce sera précisé, etc. Il y a l'interview d'hier de Alexandre Baradès qui est disponible sur la chaîne YouTube de Vidéo Bourse, je vous laisse le lien. Alors autrement je vous rappelle qu'il y a 3 moyens de participer à l'émission en direct, soit le chat écrit en dessous du cas de diffusion de l'émission en bleu. Pour ça, pas besoin de vous inscrire, vous entrez votre pseudo, un message et je fais le point régulièrement. Autre moyen de participer, le Mumble, alors je vais vous laisser un lien là aussi. Donc le Mumble c'est en fait un logiciel qui permet de chatter en audio, il vous suffit d'avoir un micro, c'est entièrement gratuit et on peut chatter en audio en direct. Voilà. Donc je vous laisse le lien sur le chat. Ça c'est pour le Mumble, le premier lien, et le second lien voilà, le second lien qui arrive. Ok. Donc sur le chat écrit, je pense que ça va rendre, ça en avait vu, hein, ça en avait vu. Mon graphique 15 minutes, si la médiane tient, alors rebond, disait Lolo, on regarde ça tout de suite. Alors le graphe en 5 minutes de Lolo, alors c'est en train de charger. Pour le moment, ça met du temps à charger, voilà. Donc dynamique de fond baissière en M15, puis de plus en plus bas, puis de plus en plus bas. On est actuellement au niveau d'une zone de support a priori parce qu'on voit des ombres qui s'accumulent.
En dessous, donc plutôt au niveau des 1.31, on aurait une autre zone de support. Qu'est-ce qui te motiverait, toi, et qu'est-ce qui t'indiquerait plutôt un signal de rebond Lolo. Ah oui, la médiane, d'accord. La médiane, là, de ton canal. C'est quoi? C'est les fourchettes d'Andrews, hein, c'est ça? Que les acheteurs tentent de revenir, c'est plutôt pas mal. Sur Eurodol, pour l'instant, la perte en cours reste la même, moins 5,74 €. Si on a besoin, on pourra moyenner à la baisse hein, sur le dollar face au dollar canadien. Alors, je vais fermer plusieurs. Voilà. On a 3 positions ouvertes sur 3 produits différents. Ce qui veut dire que si ça se passe mal, on peut t'amener jusqu'à ouvrir 9 positions en même temps, donc 9 micro-lots, c'est suffisant. Pour l'instant, on ne veut pas prendre plus de risques. Alors que là, sur le dollar face au dollar canadien, ça accélère à la baisse. Alors, il faut que je prenne du recul pour voir la distance entre mon point d'entrée et le stop. Ouais, qui est quand même importante. Hein, donc, pas pressé pour moyenner pour l'instant. Je reste acheteur alors qu'on a un double top qui semble vouloir se mettre en place. Donc ça, c'est pas évident. Et pour l'instant, il n'y a pas de raison d'intervenir. Hein, on laisse courir. Il faut être patient également. Donc, Eurodol, là, ça reprend plutôt pas mal. Le dollar souffre. Sur le dollar néo-zélandais, c'est très calme. Il n'y a pas de vrai mouvement de reprise. Alors, LOL tente le short. Tu tentes le short sur quoi? Sur l'euro-dollar, LOL? C'est quoi le pourcentage minimum pour débloquer le deal? 95% ou 98%? Achat 1.3121, stop 1.3120, take profit 1.3145, d'accord, donc du court terme de Lolo. Donc tu as un stop loss à 1 pip, tu dis? C'est vraiment très très serré. Ah, alors à moins que tu l'aies déplacé, et donc objectif à 1.3145, on est actuellement en 1.3131, on verra ce qu'il en est. En tout cas on est dans le même sens, donc Lolo. Changer le short, voilà. Clôture de un contrat à 1.3132 et stop PRU pour l'autre contrat, disait Lolo. Ok. Donc ça c'est bon, on laisse courir. Alors, maintenant qu'on s'est renseigné au niveau de ces différents aspects, on va aller regarder à droite à gauche l'information, les idées des uns des autres, etc. Les gros titres. Pour l'instant ça bouge pas beaucoup, il n'y a pas de grosses news attendues. La course à l'impôt, une arme politique, vidéo analyse technique de l'or. On va regarder ça. Suite au gros mouvement qu'on a eu, c'est réalisé par CMC Market et sûrement les 2 traders qu'on a reçus récemment. Donc on regarde ça tout de suite. Bonjour, je vous propose aujourd'hui une analyse technique de l'or. Cette valeur est tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Nous sommes ici pour commencer en unité de temps journalière. Nous voyons que malheureusement la tendance journalière s'est inversée suite aux séances de la semaine passée qui ont contribué à enfoncer des supports majeurs, mais surtout à retourner la moyenne mobile à 20 séances, ici la courbe mauve. Donc retourner cette moyenne mobile à 20 séances à la baisse. Et puisque nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances à la baisse, sur cette unité de temps spécifique, nous sommes donc en tendance baissière. On voit également les séquelles de la séance du 6 mars avec cette grande bougie rouge. On évolue avec des supports graphiques qui sont assez clairs. Le premier support graphique est celui à 1649 qui correspond au plus bas du 25 janvier. Nous avons également des résistances. La résistance rouge ici correspondant au plus haut du 1er mars, donc sur les 1724, mais nous sommes également capés par cette oblique noire qui donne du fil à retordre à l'or depuis maintenant 2-3 séances. Les indicateurs techniques sont clairement en dégradation puisque le stochastique est sur des niveaux assez faibles sous son signal, sans être pour autant en zone de survente. Le MACD est négatif et sous son signal, et le momentum est négatif aussi. Donc il est clair que la tendance est clairement à la baisse. Alors maintenant pour les traders, je vais rentrer en unité de temps horaire. Chaque bougie correspondant donc à 1 heure de cotation. Voilà où nous en sommes. Nous voyons qu'en unité de temps horaire, la situation est plus flatteuse puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 heures, toujours en mauve ici, et puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 heures croissante, nous sommes donc en tendance haussière sur cette unité de temps. Si vous voulez acheter de l'or pour profiter de la dynamique en cours, je pense que les bons points d'entrée seront un retour sur la M7, voire sur la M20, puisque de manière générale, on effectue toujours des pullbacks pour se rassurer quant à la solidité des supports. Nous avons également une autre possibilité d'entrée si on est haussier.
Cela correspond en fait à la figure en tasse avec anse que je suis en train de faire figurer ici. Comme vous pouvez le voir, voici la tasse, voici l'anse. Et si cette figure devait aller à son terme, il faudrait avoir un objectif équivalent à la hauteur de la tasse reporté au-dessus de la ligne d'eau, c'est-à-dire aux alentours de 1690-1700 $. Ça, c'est un autre point d'entrée intéressant pour ceux qui sont haussiers. Maintenant, pour ceux qui sont baissiers, je vous propose des Fibonacci qui pourraient également encadrer le rebond technique en cours. Le voici. Donc, si on trace les Fibos à partir de la dernière des plus hauts du 6 mars, on voit que nous sommes justement en train de caler sur les 38,2% de retracement de Fibonacci. Ça fait 3 heures maintenant qu'on est en dessous, enfin qu'on essaie de lutter pour passer au-dessus. Donc vous avez un bon point d'entrée short sur le dollar, sur le niveau des 50% de retracement de Fibonacci ici, hein, puisqu'il est assez classique de consolider 50% d'une baisse avant de repartir à la baisse, ou voire même si vous êtes agressif dès maintenant, si vous pensez que cette heure-ci, comme l'heure d'avant et l'heure précédente, va se solder par une clôture sur les 38,2%, manifestant une impossibilité pour l'or à passer ce niveau de retracement de Fibonacci. Donc point d'entrée possible short 1680 ou alors 1686 $ l'once. Voilà, ainsi s'achève l'analyse technique de l'or. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà donc l'analyse technique réalisée par Tradosaur. On reprend notre graphe, sur Eurodoll ça a pas mal accéléré. En M15 on a une belle bougie haussière, reste à confirmer, hein. Pour l'instant on n'a pas plus de mouvement que ça. Donc on continue à regarder les avis des uns des autres. On vient de voir l'avis de Trello sur l'or. Alors, je vais jeter un coup d'œil sur l'or, hein. L'or qu'on a ici. En M15 on s'est donc repris. Il reste encore un gros potentiel de retracement éventuel. Je suis tenté d'acheter. On a des moyennes mobiles voilà, qui hésitent. Ah oui, c'est ça que je voulais regarder, hein, les 3 moyennes mobiles, puisqu'on en parle beaucoup. Voilà, on a de l'hésitation. On va tenter un achat sur l'or d'un micro-lot. Ok, c'est parti. Voilà, achat sur l'or. Alors, ça fait pas mal de positions ouvertes. Merde. Donc, sur l'or, on va se mettre... Même ça que ça a même tendance à se retourner, les moyennes mobiles. J'ai pas l'habitude d'utiliser, hein, mais voilà, puisque tout le monde les utilise, je vais quand même me faire une idée. Sur l'or, je mets ici en H4 sur l'or. On retrace presque 50%, ouais, c'est pas mal. Donc dans ce contexte, le stop, je vais le mettre sous les 61.8 qui sont à 1624, je vais mettre à 1623. Voilà, et donc toujours 2 positions supplémentaires possibles à ouvrir. 1623 $ l'once. Le stop est placé. Notre position est en place. On verra ce qu'il en est. Donc on a essuyé plusieurs grosses journées de baisse sur l'or. Comme on dit, ça ne pas aussi. Il y a un moment où ça va retracer. On verra quand. Toujours plus simple dans le sens de la tendance. Là, je suis en contre-tendance. Donc c'est toujours risqué. Après, j'ai mon stop. Donc si je dois me tromper, je me tromperai. La dynamique de fond reste haussière sur l'or. Alors tiens, ce que je vais faire par contre... Ce qu'il faut que je fasse, voilà, c'est ça. Alors il faut que je trouve un graphique vierge pour appliquer le nouveau template. Bah écoute, je vais faire ça sur Eurodoll. Je retracerai ce que j'ai tracé. Voilà. Et donc, les moyennes mobiles. Donc 20 en exponentielle, 50. Et 100 en noir, voilà. Ok, donc là on a ce qu'il faut, je vais enregistrer ce modèle. Voilà, et donc je retrace ce que je voulais tracer.
Voilà donc sur les différents... Voilà donc ce que je peux tracer. Et donc les moyennes mobiles ici en M15 sur Rodol qui ont tendance également à devenir plus hésitantes. Le biais reste baissier. On est peut-être sur une phase de retournement. On en a vu un avant la reprise. On est de plus en plus haut. Donc on va voir ce que ça donne. En H4, voilà ce que ça donne. On voit le mouvement de baisse qui s'affaiblit. On a du mal à rallier le support oblique baissier. Alors qu'on met de la pression sur la résistance oblique baissière. Donc peut-être des acheteurs qui vont reprendre en masse marché. On verra ce qu'il en est. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour à tous et bienvenue pour ce point bourse du mercredi 7 mars 2012. Au programme, le titre Ubisoft, les aléas du DAX ou encore le cours du blé. Mais commençons d'abord avec le CAC 40. Après 3 semaines d'hésitation et de faible progression, les indices boursiers ont hier vivement corrigé. Le CAC 40 a ainsi abandonné moins 3,58%, effaçant ainsi la quasi-totalité de ses gains du mois de février. À court terme, ce mouvement correctif risque de se poursuivre jusqu'au test du prochain support, situé à 3254 points. Ce niveau renforcé par la moyenne mobile à 100 jours pourrait alors relancer les cours en direction des 3500 points. L'action Ubisoft n'a pas échappé à cette correction marquée des marchés. Après s'être vivement repris au cours des 7 derniers mois, son titre était récemment revenu au contact d'une résistance majeure à 6,40 €. Sous cet obstacle, les prises de bénéfices sont susceptibles de se poursuivre et de ramener les cours à proximité des 5,50 €. Des difficultés sur les marchés français, nous l'avons vu, mais aussi allemands. Retour donc sur le DAX et le cours du blé. Destination Francfort maintenant, le DAX a quant à lui plongé de 3,40%. Ce recul marqué de l'indice allemand est intervenu après un double échec à franchir la résistance des 6945 points. Ce rejet a validé une formation de retournement de court terme, dite en double sommet. Celle-ci plaide pour une poursuite de la baisse lors des prochaines séances, avec pour objectif le support des 6355 points. Enfin, du côté des matières premières, le blé coté à Chicago se situe actuellement sous sa résistance majeure des 680 cents, obstacle par ailleurs renforcé par la moyenne mobile à 150 jours. Sous cette zone, la tendance de fond demeure baissière, mais son franchissement constituerait un signal haussier significatif dont les objectifs successifs se situeraient alors à 733 cents puis 818 cents. C'est la fin de ce point bourse. Je vous souhaite une très bonne journée et une bonne séance. On reprend le graphique, hein. L'euro-dollar qui bouge peu. L'or, ça bouge peu également pour le moment. Tenter le short, stop 1.3112. Pas 1.3120, d'accord, ouais, ok. Clôture de 1 contrat 1.3032, stop au PRU pour l'autre contrat. Ok, Lolo, donc bien joué, qui a sécurisé sa position. Jacker qui dit signal achat M5 chez BPUSD. LOL qui nous dit LOL, c'est la première fois que j'arrive à comprendre l'histoire de la tasse à café. Un micro lot sur l'or, ça donne quoi? Une gourmette.
Ça donne un once d'or. Je sais pas ce qu'on peut faire avec un once d'or. Tu peux annoncer les valeurs de tes 3 moyennes mobiles, please. Donc c'est la 20, la 50 et la 100 en exponentielle. Conformément en fait à ce qui est indiqué par les différents invités qu'on a reçus les jours précédents. Salut Fab, dis-moi quelle position je dois prendre maintenant, disait Alonso. Alors c'est difficile à dire, hein. Je peux pas, déjà j'ai pas le droit de donner de conseils. Moi tout ce que je peux donner c'est les positions que moi j'ai d'ouvertes. C'est l'or à l'achat, le dollar face au dollar canadien à l'achat. Pardon, à la vente, non à l'achat, pardon. J'ai que des achats de toute façon. Achat de l'or, achat du dollar face au dollar canadien, achat de l'euro face au dollar, et achat du dollar néo-zélandais face au dollar américain. Après je peux pas t'indiquer spécialement quoi acheter, quoi vendre. Moi juste que moi par exemple là je viens de prendre position à l'achat sur l'or, parce qu'on a eu une grosse phase de correction ces derniers jours et que la dynamique de fond long terme est haussière, et que je pense, vu le contexte du marché, quand on a des grosses phases de correction, on a plusieurs personnes qui voudront acheter à bon compte. Donc dans ce contexte, j'achète plutôt l'or actuellement. L'euro-doll, bah, c'est un peu le même contexte. On a des grosses phases d'accélération baissière. À la limite, je préfère acheter l'or que d'acheter l'euro-dollar, parce que l'euro-dollar il est mis sous pression, et ce qui est logique au vu de la situation en Grèce, alors que l'or a un rôle de valeur refuge. Dollar néo-zélandais face au dollar américain, on a un intérêt important du dollar néo-zélandais, donc je pense que ça peut le tirer à la hausse. Et dollar face au dollar canadien, j'ai forcément sur une news, donc là je prends pas forcément l'achat par exemple sur dollar face au dollar canadien. On va savoir ce que ça donnera après. USD CAD ici en M30 et ici en M5, on a de la pression acheteuse, reste à confirmer et à casser sur tous les précédents plus hauts, ce qui pour le moment est délicat, on n'y arrive pas vraiment. Fab, toi qui n'aimes pas les moyennes mobiles, c'est une révolution que tu utilises 3 moyennes. Bah, j'ai jamais dit que j'aime pas les moyennes mobiles, moi j'en utilise pas, après c'est pas que j'aime pas, c'est que ça m'est pas spécialement utile. Par contre si derrière ça donne des bons supports et résistances, qu'il y a beaucoup de gens qui les utilisent, d'après les invités c'est le cas, c'est dommage de passer à côté. C'est pour ça que je les affiche actuellement, je vais les tester et puis on verra ce que ça donne. Mais ouais en effet c'est un gros changement Lolo comme tu dis, d'habitude j'en utilise pas, là j'en mets 3. Bon après, voilà, ça 3 ou une, après c'est pas la question, mais... A priori, ouais, ça donne des zones quand même de rebond plutôt pas mal. Hein, on voit ici, tac, 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 après... Intéressant peut-être. Je sais pas, là, on verra. Je me rends pas compte de l'utilité, donc je vais essayer quelques jours et on verra ce que ça donne. Mais ouais, en effet, c'est un changement. Le pétrole décolle bien, dit bébé. Alors, on va aller voir ça. Salut, salut. Salut Skel, ça va? Ça va? Ouais, ça roule. T'as des positions ouvertes? Oh, aujourd'hui c'est calme. Calme. Enfin, c'est calme. Je sais pas pour le Rodol, mais... Ouais, sinon je suis sur AUDJPY. À l'achat. C'est tout ce que j'ai trouvé. Je suis en positif. D'accord, c'est ta seule position ouverte à UDJPY? Ouais, enfin non, c'est pas tout. L'autre elle est en négatif, donc je n'ose pas en parler. Bah ok. Eurocad. Eurocad. Et t'es entré dans quel sens sur l'euro face au dollar canadien? Ouais, à l'achat. À l'achat, mais bon, l'euro il range hein, un peu beaucoup. Mais... T'es sur Rodol. Moi j'ai 4 positions ouvertes. Achat sur l'or, achat sur Eurodol, achat sur dollar face au dollar canadien et achat sur le dollar néo-zélandais face au dollar américain. Ouais, bah moi je serais pareil, hein. Je serais du même avis. Je serais du
Il m'a dit que on aurait le baissier sur Eurodo. Personnellement. Ouais, donc hors CAD, t'étais rentré à l'achat, c'est ça? Comment? Ouais, non, parce que là, je viens d'ouvrir le graphique, je l'ai sous les yeux, euro face au dollar canadien. T'étais rentré à l'achat, c'est ça? Ouais, attends, pareil, je vais retourner sur mon graphique. Eurocad. Ouais, voilà, j'étais rentré, salut Ubix, j'étais rentré à l'achat après les temps. 1, 2, 3, 4, 5, après les 5 bougies haussières là. Et après on a tapé. Bah attends, je vais te dire où je suis rentré simplement. 1,31,47. Je suis rentré. Ah bah donc t'es très peu perdant là, on est à 1,31,42. Ouais, je suis pas beaucoup perdant, ouais. Je suis on est dans un range, je suis dans un range depuis je sais pas combien de temps là. Et voilà, j'attends que ça pète à la hausse. Ok, bah y a pas de problème, tu disais que c'était une honte, y a aucun problème, je veux dire t'es très proche de ton point d'entrée. Ouais, mais bah non, mais je préférais pas en parler parce que elle me taquine depuis je sais pas combien de temps cette position. Donc voilà. Ok. Donc ça tu laisses courir, tu viserais combien là-dessus? Par contre, il y avait une belle baisse à prendre auparavant. Ah, ça les corrige. Si tu vois la baisse qu'il y a eu sur Eurocad, c'était joli quoi. Ah oui, c'est sûr, oui. Après on reste sur un élan haussier en 1 heure avec des plus bas de plus en plus haut et des peu de plus en plus haut, qui est une phase de correction en fait d'une tendance précédente baissière. Donc. Ouais, bah écoute, j'espère que ça va le faire. Hein. C'est quoi, c'est une position de swing ou c'est court terme ça? Ouais, je viserais plutôt sans swing. Si ça part à la hausse, j'irais peut-être revoir les 1,34 par là, voire un peu plus haut, on verra. Là, si je peux aller jusqu'à 1,34, ce sera bien. Ok. Mais bon, il y a une résistance quand même. Il y a une résistance à 1,32,50. C'est quoi ton autre position ouverte? Tu disais AUD, GPY, c'est ça? AUD, JPI. À l'achat, pareil. Et donc tu l'observes encore en H1? Non, ça dépend, ouais, ça dépend des fois de. Ouais, en fait, je oscille entre H4, Daily, H1. Je descends pas en dessous d'H1. Daily, H4, H1. Je regarde un petit peu pour me rassurer le H1, comment ça part. Et voilà. En fait, j'ai pris la descente sur USD, sur UD JPY. Tu sais, j'ai pris toute la première descente là, qu'il y a eu jusqu'au support. Et là, je l'ai repris à l'envers, à l'achat. Je la reprends à l'envers. Elle est bien cette perle. Moi, je la conseille pour ceux qui veulent faire du swing. Elle est sympathique. J'aime bien. Pourquoi? Bah parce que il n'y a pas de mauvaise. Je trouve, hein, après c'est mon avis. Hein. Je trouve qu'elle est précise. Enfin, il n'y a pas de mauvaise surprise. Il n'y a pas de. Voilà quoi. Elle est sympa quoi. J'aime bien. Elle n'est pas trop volatile, je trouve déjà. Elle va pousser un coup, par contre, à un moment, elle va pousser. Quand elle pousse, elle pousse. C'est-à-dire quand elle part d'un coup. Mais sinon, ça va quoi. On a le temps de. C'est pas le câble. Ouais, moi je la conseille. Comme NZD-USD, c'est pas mal pour suivre. Comme bien. Et là, ça fait combien de temps que tu l'as ouvert par exemple sur AUD, GPY? Tu l'as ouvert aujourd'hui le trade? Cette nuit. Enfin, cette nuit. Ouais, ce matin, on peut dire. 5h30. T'es rentré à combien? Je suis rentré à 85,30. Et tu viserais combien? Premier objectif, si ça part bien à la baisse, je dis bien, à la hausse, pardon. 86,30, mettons. 86,30 en premier lieu, et si ça part un petit peu plus, 87,40, comme ça. Ça part un peu plus haut. On voit bien là, on voit bien que c'est reparti, ça repart à la hausse. On amorce un rebond, on verra ce qu'il en est. Après on a cassé à la baisse le support oblique haussier. La dynamique de fond est clairement haussière, donc pourquoi pas, ouais.
Tiens, salut aux autres qui nous ont rejoints, salut Oujdik, salut Kovet, ça va? Ouais, salut. Ah, ça va et vous? Ouais, ouais, salut. Ça va, ça va. Ouais, ça roule. Enfin, pour l'instant, j'ai mes trails ouverts sont perdants, mais pas de problème, je me plains pas. Et vous, Quelques pertes, mais on rattrape. des positions ouvertes pour vous? Moi, hier, j'avais pris une position. Avant-hier, je crois. Mais c'est un faux signal là, sur le dollar. C'est encore une tendance baissière. J'ai cru que se renverser là. Ah, on t'entend mal, Oujdik, j'ai compris en gros ce que tu dis, mais ouais, ça bug, alors je crois que ça vient de la connexion. Ouais, Kovet. Ouais, ça doit... Là, tu m'entends là? Ouais, là c'est mieux, ouais. Ouais, j'avais dit que j'avais vu un signal, mais c'était un faux signal quoi. J'avais pris un achat sur le dollar et ça a baissé encore là. C'est pas ce que je pensais quoi. Ok, donc du coup, t'es sorti sur stop loss? Ouais, voilà, ça a touché mon stop loss après. C'est un très perdant quoi. Alors, t'entends mal. Mais c'est juste la une démo, hein. C'est pas encore réel. Ok. Ouais, Kovet, tu demandais l'adresse du site où vous pouvez diffuser l'émission, c'est vidéobourse.fr. Donc je te mets l'adresse sur le chat. Il est passé tout à l'heure. Ouais, il était là sur Mumble. Là, il est parti faire les courses. Je t'ai parlé un peu. Il va revenir tout à l'heure, je crois. Il y a USDCHF aussi qui m'a vraiment, vraiment fait chier. Je peux vous dire. Parce qu'il est dans une tendance baissière et j'avais pris baissier et puis j'ai galéré avec. J'ai galéré. J'ai mangé 2 pertes dessus cette semaine. Tiens, en H4 Comme sur... quoi, les paires en tendance, c'est pas. Enfin, je veux dire. Certaines paires en tendance, faut s'en méfier quand même. En H4 sur Rodol, on voit qu'on a retracé 75% de la dernière dynamique haussière. Et que bah, pour le moment, les acheteurs tentent de revenir sur cette zone. Alors, on parle beaucoup de la 61.8, beaucoup moins de la 75 pour le moment. Il faut aussi une office de zone de support, on verra ce qu'il en est par la suite. Alors, en H4, je vais appliquer également les moyennes mobiles. Il y aura bientôt une guerre là. Je sais pas si le Forex va fermer là. Une guerre par rapport à quoi? Ah, Israël, il va bientôt attaquer là. L'Iran. Ouais, C'est apparemment. juste, ils sont en train d'étudier l'attaque là. Ouais, ça va être le bordel. Hein. Ouais, Ça mais va c'est pas ça qui influencer sera un le peu Forex, ça. hein. On croit. T'as dit quoi, Huskel? Je dis, c'est pas ça qui va fermer le Forex quand même. Je pense pas. Ah non, pas. Bah, de toute façon, Non, tu peux mais pas ça fermer le va- forex. Ça va Il y impacter. aura une petite perturbation, je crois. Ça. Ah oui, tout à fait. Après, je sais pas, parce que je crois que les États-Unis ils sont pas chauds je veux dire, ils essayent de dire à Israël de pas attaquer maintenant, etc. Donc ils peuvent pas attaquer tout seul Ouais. Israël en fait. Donc je sais pas exactement ce qui va se passer en fait. Ouais, Enfin, ça va péter. Israël, ils ont dit que on va pas attendre les États-Unis, quoi. On va pas vivre sous les menaces toujours. On ira tout seul, je crois. Enfin, je sais pas, il y avait une question comme quoi de toute façon ils pouvaient pas y aller tout seuls parce qu'ils avaient pas les moyens en fait. Ils avaient pas assez de puissance pour y aller. Je sais pas en fait, après je sais pas exactement. Mais apparemment ils pouvaient pas y aller sans le soutien des États-Unis. Et vu que les États-Unis sont pas chauds, je sais pas si ça va. Je sais pas, on va voir. Ah ouais, c'est clair que les États-Unis, ils sont déjà fatigués par la crise, là. Ils ont plus de sous, donc. Ils ont déjà retiré les soldats, c'est parce qu'ils tiennent plus dans ça demande beaucoup d'argent, les guerres. Ah, mais bon.
Graphe là qu'on voit, Fab. Ouais, tout à fait, ouais. Ah, moi je prendrais Messi là, s'il cassait le fibo là. Comment ça se passe mal au niveau des positions ouvertes? Moins 8 Ben, euros. l'objectif en à cours. Messi. On a une pression vendeuse sur l'or. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Alors, sur le chat écrit, combien d'autres indicateurs? Alors, neutre, euro-dollar qui laissait un lien. Alors, a priori, c'est un graphique, merci. Hein. Neutre, c'est toujours intéressant d'avoir les graphiques, les points de vue, les visions des autres membres, etc. C'est ça le but de l'émission à la base. Trader ensemble. Alors, le temps que ça charge. Tiens, c'est revenu, hein, le suivi du compte, donc on a regardé ça. Ah non, ça met sur Bwin, c'est quoi ce bordel? Ah oui, non, d'accord, c'est le pop-up. Voilà, donc tu as une dynamique de fond qui est baissière, des acheteurs qui sont revenus, on trace 38,2% de la dernière dynamique baissière selon toi sur l'euro-dollar en M1. Des acheteurs qui mettent la pression, mais en but sur une zone de résistance horizontale, pourquoi pas, ouais, c'est intéressant. Donc toi, tu auras un avis plutôt baissier, c'est ça? Ouais, non, neutre, a priorité neutre sur l'euro-dollar. Alors, vu que c'est revenu, on va regarder les résultats du compte pour le moment, alors que les vendeurs mettent la pression sur l'or, c'est mauvais pour le moment. Donc 17% au niveau des gains, en gain absolu, c'est-à-dire la différence entre la balance actuelle et tous les dépôts, c'est 11,66%. Alors ce qui est le plus cohérent, c'est de regarder le gain absolu, puisque voilà, quand on réalise 2 euros avec 100 euros, ça n'a pas la même valeur quand on le réalise avec 1000 euros. Donc 17%, le drawdown, mais après en réel, par contre, c'est 11,66%. Donc après, on peut être positif en gain, et négatif en gain absolu, ce qui n'est pas intéressant. Donc les deux sont à regarder en fait, et à prendre en compte. Le revenu journalier moyen est de 1,32%, donc c'est pas mal du tout. Mensuel 45%, drawdown maximum 5%, donc c'est raisonnable. Au final, là on a déjà clôturé 73 trades, c'est ça qui est bien quand on trade à court terme, c'est qu'en peu de temps on peut quand même tirer les premières conclusions sur une stratégie, même si c'est trop tôt pour tirer des conclusions définitives, on peut déjà se voir un point de vue. Donc on voit qu'on a 73% de positions gagnantes, ce qui est vraiment bien. Après, ça ne veut rien dire, hein. Il suffit que les stop loss soient plus larges, ce qui est le cas, que les take profit. Alors en l'occurrence, les gains moyens sont à 22,97 pips pour 2,12€ et les pertes moyennes sont à 22,49 pips pour 2,22€. Donc c'est pas mal. Dans l'ensemble, on a en termes de pips des gains légèrement supérieurs et en termes de valeur réelle en euros, on est légèrement supérieur au niveau des pertes, mais ça reste cohérent et avec le 73% de position gagnante, c'est largement profitable. Donc ça c'est bien. Les pertes, alors ça on avait vu. Les lots, j'ai tradé 1,06 lots chez Oanda jusqu'à présent. Ça va, hop, meilleur trade 8,31€, pire trade 5,79€ de perte, meilleur trade en pips 111 pips, pire trade 76,2 pips. Durée du trade, alors le plus long, c'est en moyenne, pardon, un trade dure 5 heures et 1 minute. Facteur de profit de 52, Sharp ratio, net score, espérance. Alors par trade, on peut espérer à chaque fois faire 10,5 pips pour 0,93 centimes, donc 93 centimes de profit. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis content pour l'instant des résultats. C'est raisonnable. Espérons que ça continue comme ça. Alors la paire majoritairement tradée, c'est l'euro. On a 37 pips de profit sur l'euro depuis le départ, si on cumule tout, et 12,51€ de profit. L'or,
On a 400, on a 750, alors je sais pas c'est quoi, c'est dollars ou est-ce que 75 dollars, je crois que c'est 75 dollars hein, plutôt, de profit sur l'or avec uniquement des positions d'un micro lot à chaque fois. On a 11 trades, donc voilà, dans l'ensemble c'est pas mal. Alors l'or réussit mieux que l'euro pour l'instant, avec 89% de trades gagnants et seulement 11% de trades perdants. Ça vous pouvez le suivre en cliquant sur le lien résultat au-dessus duquel la diffusion de l'émission. 8,27€ de perte en cours, pour le moment on laisse courir, alors je continue à faire le point sur ce qui se dit sur le chat. Fait peur, la perfide porte en non-English, sur le câble je joue la divergence CCI avec les bols, 1-2 tas par semaine, des fois rien, 1.31 reste infranchissable, disait Pip Surfer. Bébé qui me disait j'ai du mal avec le CCI. Alors moi aussi, j'avoue que j'ai jamais utilisé le CCI particulièrement. Quel est son avantage par rapport à... C'est quoi l'intérêt c'est quoi? C'est de montrer la force du mouvement, est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est autre chose? Si moi je la fermer. Trouver une nouvelle cible. Non, là j'ai joué la baisse de la différence. 1.5930, confirmé pas et rebond sur la balle supérieure. Il s'avère que c'est plus une question de temps. Maintenant... je joue avec des mots et vous les potos. Qu'est-ce que vous pensez du NFP de demain? C'est demain le NFP? On est quel jour aujourd'hui là? On est mercredi, c'est vendredi non le NFP? Bien joué. Community Channel Index. Si ils peuvent, c'est vendredi normalement. Les Américains se sont déjà... c'est pour ça qu'ils hésitent. Là, j'attends du bas pour fermer. L'or repart à la baisse violent. Il y a les Russes qui pourraient se refaire la santé. J'ai une guerre avec les clients. Bon, ce soir, le kiwi devrait s'exciter. Ça me plaît ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ce soir? On a de la nouvelles par rapport à l'économie néo-zélandaise. Alors, moi, je suis en position, donc ça m'intéressera également. Je suivrai ça. À quand Fab place les Fibo, ça va péter. Dit M15. Pourquoi ça? Allez, un short sur le kiwi avec une cible à 10 pips. Alors, t'es à contresens de ma position. Bonne chance, là. C'est de la démo. C'est du training. Neutre pour l'instant, voilà. Alors, ça va pas trop de risques? Non, ça va. Au niveau des risques, pour l'instant, c'est bien. GBP, GPY, qu'en pensez-vous? On va jeter un coup d'œil à ça. Donc, la livre sterling face au yen japonais. On est sur une tendance de fond haussière. On a eu de l'abus aussi, on a corrigé. Si je prends les plus bas et plus hauts. On retrace actuellement 23,6%. La livre sterling joue plutôt un actif à risque. La yen japonais un rôle de valeur refuge. Après c'est pas absolu non plus. Hein. On a un câble qui a été beaucoup délaissé, qui a perdu beaucoup de valeur depuis 2008. Normal, je vous laisse, j'avais fait 2 secondes. Ah, plus tard. Oui, je serais plutôt acheteur. Après, attention, hein, tant qu'on ne s'est pas réellement affranchi la zone de résistance horizontale ici, des 127.33, c'est un peu tôt pour rentrer. Mais pourquoi pas? Plutôt acheteur, poursuivre l'élan, mais avec attente de confirmation. Je passerai éventuellement vendeur si on casse le support oblique haussier. Donc on en est encore assez loin pour le moment. Voilà ce que je peux indiquer sur la livre sterling face au yen. J'ai clôturé le contrat sur l'euro-dollar avec un petit gain de 4 pips. Ok lolo, c'est mieux qu'une perte. C'est quoi hein? Désolé, là j'écris de façon phonétique. La tendance serait inverse. Cumul des pertes fermées. Drawdown, c'est la perte en pourcentage de ton compte. Oui, voilà. Le drawdown, ce qu'on appelle drawdown, c'est la perte maximale exprimée en termes de pourcentage par rapport à ton compte. Donc, par exemple, si tu as un compte de 100 € et que tu perds 5 €, ça fera un drawdown de 5%. Voilà, pour faire simple. Mais là,
là, ils ont refait leur système maintenant. Je crois qu'il prend en compte l'enfoncement du compte. Je sais pas. Est-ce que c'est déjà fait, Lolo? Je sais pas bien. Si c'est le cas, c'est très bien. Moi, en l'occurrence, vu que je fais assez régulièrement les positions, ça me pose pas de problème. Mais c'est vrai que pour des comptes, des fois, ça fait des grosses différences entre le drawdown réel et celui qui est indiqué sur ma FXbook. Mais ils voulaient bosser là-dessus. Je sais pas ce que ça a donné. Oula, il a vidé la bijouterie. Les impulsions et les corrections au CCI. Le principe de calcul du CCI repose sur la mesure de l'écart des cours par rapport à la moyenne mobile. Quelle journée de merde, le pétrole me casse les couilles, disait bébé. Alors on va aller regarder ça. Le pétrole, bah, on a de l'hésitation, hein. Pour l'instant c'est pas clair, hein. En journalier on voit qu'il n'y a rien de franc, qu'il n'y a pas de gros mouvement. On a une hausse, derrière on a une grosse baisse, donc pas évident de trader le pétrole dans ces conditions. Sur le forex, je joue les divergences sur grosse unité de temps, c'est un bon calcul, mais pour un débutant, pas toujours évident de trouver les divergences. Sur l'euro-dollar, j'ai peur qu'on soit loin de casser le pivot du jour de VM15. Plusieurs qui disaient BB60, si tu veux me joindre, tu peux au fait, je suis dispo. Voilà, donc ça c'est bon. Alors, Eurodol, l'ensemble des positions, moins 7,56€, pas de gros mouvement pour l'instant. C'est hésitant au niveau des moyennes mobiles en M15, on le voit ici. Sur NZD, USD, alors on va faire apparaître les moyennes mobiles. Voilà, c'est plutôt l'hésitation également actuellement. On est sur une phase de retournement, donc pour l'instant rien n'est fait et tout reste à concrétiser. Donc on verra ce qu'il en est. C'est vrai, Nicolas Bouzou, hein, c'est vrai, un pacte de discipline budgétaire va être signé demain. Voilà, bon, faudra voir du côté voir ce qui va se passer du côté de l'Irlande. On va demander aux Irlandais de se prononcer par référendum. Mais il a raison, François Mallet. Le gros sujet, le gros point qui n'a jamais tellement été abordé jusqu'à présent, c'est comment redonner de la croissance au continent européen. Et c'est justement, ça c'est la question qui fâche justement entre Français et Allemands d'un côté et puis les autres. Hein. C'est le fond du problème en réalité, puisque si on remonte au bout du bout, cette crise, c'est une crise de surendettement des États, c'est-à-dire un mélange d'endettement public et d'absence de croissance. Hein. Il faut les deux pour être en situation de surendettement. Donc en matière d'endettement public, je dirais qu'il y a des mécanismes de surveillance justement qui sont contenus dans ce traité. Je voudrais quand même insister un tout petit peu là-dessus. Ça nous fait rentrer dans une Europe fédérale. Je crois que c'est quelque chose qui a été complètement sous-estimé et dont on ne parle pas. Mais ce qu'on est en train de signer là, c'est un accord qui a de très fortes composantes supranationales. Je m'en réjouis énormément à titre individuel, mais je ne suis pas sûr que dans l'esprit des opinions publiques, ce soit bien clair. Si on voulait refaire la TVA dans la restauration, c'est interdit. Si on veut remettre la retraite à 60 ans, c'est interdit. C'est désormais sorti des choix politiques nationaux. Voilà, je veux dire, il faut que ce soit dit. Alors, maintenant... Pardon, préciser, c'est interdit par qui ? Ah, mais c'est-à-dire que vous n'avez plus, si vous voulez, au niveau national, prendre une mesure d'ampleur budgétaire importante, il faut maintenant avoir l'autorisation, l'accord de la Commission européenne. Non, mais je veux dire, c'est pas rien. Regardez tous les choix économiques que cela nous aurait empêché de faire ces 4 ou 5 dernières années, si vous voulez comprendre ce que ça veut dire. Alors, sur la croissance, on commence à en parler. Il y a grosso modo 2 écoles. Il y a l'école un peu anglo-saxonne, c'est un manifeste qui a été traité, qui a été signé il y a quelques jours par Cameron, par Rajoy, etc., par un certain nombre de dirigeants de gouvernement, qui consiste à dire il faut libéraliser, il faut parfaire le marché intérieur. Un marché unique, voilà. Okay. Et puis, vous avez la position qui est franco-allemande, mais surtout française, honnêtement, qui consiste à dire, en effet, il faut mettre en place des outils mutualisés qui vont nous permettre d'investir dans les infrastructures. C'est pas les eurobonds, parce que les eurobonds, ça se fera pas. Les Allemands sont contre, absolument contre, incroyablement contre. C'est ce qu'on appelle, en revanche, des project bonds, c'est-à-dire, ce sont finalement des financements obligataires, mais qui sont très ciblés sur des projets précis d'investissement. Et c'est peut-être ce à quoi vous pensiez. Oui, Je pense en effet que c'est très bien. Je crois
qu'il faut le développer et je crois que ça va se faire. Donc il faut être quand même relativement optimiste de ce point de vue-là. La question de la croissance, aujourd'hui, elle est inscrite sur l'agenda des dirigeants politiques européens, avec donc ces deux écoles, mais qui sont parfaitement conciliables. Je veux dire, on peut d'un côté parfaire le marché, financer des infrastructures. Oui, plus mécanisme de coordination fiscale aussi. Hein, ce que oui, souhaitent alors ça, français et allemand. Ça, c'est déjà bien avancé. Hein, je dirais que là, en revanche, mais mécanisme de coordination fiscale, très honnêtement, il faut quand même dire les choses comme elles sont, plus à l'allemande qu'à la française. Et c'est ce que j'attendais que vous me disiez, mon cher Nicolas Bouzou. Voilà, donc ça c'était publié ce matin sur BFM. Je crois. Point de vue de Moneymaker Age, ça on le regarde rarement. Regardez ce qu'ils ont à nous dire. Alors qu'on souffre, on met pas plus que ça. Hein. Ça n'est pas de gros mouvements pour l'instant sur les marchés, on attend. C'est souvent qu'on attend. 15 ans pour l'ouverture du marché US là. Donc on va voir ce que ça donne, si ça donne un coup de boost ou pas. Pour le moment c'est vrai que c'est très calme. 9,77 de perte en cours, rien de catastrophique. On laisse courir ça, on regardera dans quelques minutes ce que donne l'ouverture des marchés US. Bonjour, bienvenue sur moneymakeredge.ca. Martin Prescott. Martin Prescott avec vous aujourd'hui en ce 6 mars 2012. Eh bien, on mentionnait là, depuis déjà le début du mois de décembre, si vous vous souvenez du vidéo du 7 décembre, qui est encore sur YouTube d'ailleurs, on commençait à voir définitivement là, un élancement jusqu'à un certain niveau, au niveau d'un sommet, et on s'attendait à une correction du côté du marché, bien entendu, et on est en train de voir cette correction-là aboutir. C'est assez surprenant, on se donnait encore facilement jusqu'à la mi-mars pour voir un changement drastique au niveau de la correction boursière, et avec tout ce qui se passe au niveau de la volatilité économique en Europe, aux États-Unis, bien sûr que le mouvement peut devenir très, très drastique. Nous sommes actuellement dans le marché à 1343 sur le S&P 500, et pour vous donner une idée de grandeur, à aller jusqu'au 1er mars, donc il y a 5 jours, le marché était à 13,77, pratiquement à 13,78. Donc, pratiquement 30 à 40 points d'écart, et ce, en 5 jours. Donc, la correction est importante. Nous allons voir un repli pour retourner sur une correction à la hausse et ensuite, possiblement, poursuivre notre débandade baissière. Et pour ce qui est des positions aujourd'hui, on regarde ici, là, comme je vous mentionnais, on est entre le 1er mars et le 2 mars. Remarquez comme quoi que nous avons atteint un sommet à 13,77 pour ensuite commencer notre dégringolade qui s'accentue davantage et davantage, particulièrement depuis le 5 de mars, donc depuis hier et aujourd'hui. Si on regarde en temps réel le marché, pour ce qui est de l'ouverture du marché aujourd'hui, des positions qui ont été difficiles. La plupart de nos traders dans la communauté n'ont pas pris de position aujourd'hui, peut-être une ou deux, ce que je vais vous mentionner. D'abord, remarquez que nous avions déjà une glissade qui était entamée depuis environ 8h30 le matin, et le marché traditionnel n'était toujours pas ouvert. Donc, les volumes étaient très bas. Ayant pas de volume, on ne transige pas parce qu'il est excessivement facile de changer la direction du marché lorsque le volume est bas. On veut avoir un certain minimum de transactions pour pouvoir, bien entendu, éliminer notre risque. Et à partir de là, donc, notre glissade baissière était déjà débutée. Lorsque le marché a ouvert à 9h30 heure de New York, nous avons commencé avec une petite lancée haussière très légère, sans aucun engagement du côté des acheteurs. Et par la suite, eh bien, la poursuite, la débandade s'est poursuivie. Dans le système Moneymaker Edge, lorsque les tendances sont déjà parties, nous ne sommes pas des investisseurs, nous n'arrivons pas en retard, nous préférons prendre les positions avant la volatilité de manière à ce que nos risques soient éliminés. Et ici, la débandade étant déjà débutée, il était déjà très difficile pour nous de prendre une position sans prendre un risque. Ce qu'on aurait pu faire, par contre, comme beaucoup de traders inexpérimentés, et évidemment que certaines fois ça fonctionne et des fois ça ne fonctionne pas. Vous voyez qu'on a dessiné un canal baissier ici, et il y a des gens, bien entendu, qui vont faire des tentatives de prise de position lorsqu'on vient frapper les Bollinger Bands.
Écoutez, c'est pas un secret d'État. Il y a beaucoup, beaucoup de traders qui font ça. Encore une fois, soyez conscients que des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. C'est pas nos types. Alors, pardon, ça c'était le point réalisé par Moneymaker Edge. C'est un peu long à charger, donc on va reprendre nos graphes quelques instants. Sur l'or, ça s'enfonce, on peut actuellement 11 € au niveau de l'ensemble des positions ouvertes. Dollar face à l'or canadien est à moins 0,29, c'est la position la plus stable. Les autres, on est perdant pour l'instant. Il y a peut-être des nouvelles positions à prendre, on va voir. Sur l'eurodoll, on reteste les précédents plus bas. On a une bonne pression vendeuse. Sur l'or, que je viens de regarder. Sans rien d'inquiétant, donc on peut laisser courir tranquillement l'ensemble de nos positions actuellement. Le NZD-USD, je vais tenter de reprendre une position à l'achat de 0,01 lot. C'est parti. J'attends l'exécution, c'est long, hein. Parfois c'est long sur Honda, parfois c'est instantané, parfois c'est long, là en l'occurrence c'était long, voilà, ça y est, exécuté. Donc deux positions d'ouvertes sur NZD-USD. Donc demi-chrono, j'ai le droit à 3 positions par actif, hein. Donc on verra ce qu'il en est. Sur l'or qu'on a ici, donc on reteste le support oblique haussier. C'est un peu tôt pour rentrer. Quoique, non, il y a quelque chose à faire peut-être. Je vais tenter un nouveau long sur l'or, voilà. Donc deux positions à l'achat sur l'or, deux positions à l'achat sur NZD-USD. Eurodoll, on reteste les précédents plus bas. Ça, je vais laisser pour mon Eurodoll. Voilà. Donc on regarde la fin d'analyse des Moneymaker Edge. C'est pas nos types favoris. On a des trades beaucoup moins risqués avec des profits beaucoup plus élevés, bien entendu, lorsque nous avons l'éducation nécessaire. La position qui est intéressante pour nous aujourd'hui, selon nos indications, nous avons eu, bien entendu, après avoir couru là, un marathon, et les acheteurs ont commencé à faire sentir leur présence lorsque les vendeurs étaient complètement exténués. Eh bien, nous avons eu un changement de direction qui s'est effectué entre 13,43 aller jusqu'à 13,46,75, pratiquement 13,47. Donc, un beau 3 à 4 points, ce qui représente entre 12 à 16 ticks de profit. Évidemment, à 12,50 $ du quart de point. Ça nous donne un 200 $ sur un contrat avec une mise de fonds de 500 $. Donc, une position très simple, très profitable. On peut aller chercher, évidemment, des revenus beaucoup plus élevés si nous utilisons plus de marge de manœuvre au niveau de nos contrats. Et le marché, ensuite, comme vous voyez, on est venu se repositionner. On est dans une consolidation. On cherche une direction, aller jusqu'à environ 11h45. Et on s'est promené de ce qu'on appelle double bottom à double top. Donc, on est retourné au bas précédent, on est retourné au sommet précédent, et le marché s'est promené comme ça jusqu'à temps qu'on aille une direction, et le marché a poursuivi sa descente, pour ensuite se replier à nouveau dans les alentours de 13,43. J'ai dit 12,43 tantôt, je m'en excuse, 13,43. Donc, présentement, le marché a terminé la journée sur une consolidation dans les alentours de 13,43. Il serait tout à fait naturel de voir probablement une relance à la hausse et ensuite une poursuite baissière qui peut être importante encore une fois. Donc, surveillez les prochains jours au niveau du marché. Si vous ne savez pas comment faire de l'argent à la baisse, de grâce, retirez vos positions du marché actuellement. Le marché est excessivement difficile. Ne perdez pas d'argent. Sachez bien vous positionner, allez chercher les informations nécessaires et soyez conscient que nous sommes toujours à votre disponibilité si vous désirez avoir des informations additionnelles, voir sur notre formation, notre groupe de trading et bien sûr devenir des traders profitables. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Et je vais être de retour sur le marché demain. Bien entendu, je surveille mes positions pour des prises de profit. Bonne journée!
Voilà donc le point réalisé par Moneymaker Age. Alors, on reprend, voilà, alors Eurodoll ça s'enfonce. Sur l'ensemble des positions, on est négatif, on perd actuellement 14 euros. Donc en termes de pourcentage par rapport au capital, 14 euros représente 12 euros, ça fait environ 2%. Donc on a 2 et quelques pourcents de perte par rapport au capital sur l'ensemble des positions ouvertes, ce qui n'est pas catastrophique. Bon, on le garde à l'esprit. Alors là, une fois que le mouvement de baisse va se calmer sur Eurodoll, je reprendrai une position acheteuse. Là, on casse les précédents plus bas. Alors du coup, pour l'instant, la position baissière sur Eurodoll à moyen long terme, que vous pouvez suivre sur le compte moyen terme, hein, c'est un compte démo, est largement profitable avec 253 euros de profit, 3,77 de swap négatif par contre. Donc le compte est à 993 euros, donc plutôt pas mal, on laisse courir pour le moment. Et donc actuellement, on a un peu de mal à casser les précédents plus bas, voilà ça y est, on confirme. Fabien, moi je vais aller un peu mettre à jour mes blogs et je reviendrai tout à l'heure peut-être. Ok, tout à l'heure où je dis que ça n'a rien d'ouvert là. Non, non, il n'y a rien ouvert. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure, c'est pas. Donc pour le moment, on a cassé plusieurs zones de support. On a réintégré l'ancien canal de fond baissier. Donc on peut prendre en compte les précédents plus bas. Voilà. Ok. Des acheteurs qui ont tendance à vouloir revenir. Donc on va peut-être pouvoir ouvrir une nouvelle position à l'achat. Attendez qu'on a du mal à casser a priori la zone de support, les précédents plus bas sur Eurodoll. Voilà, ça y est. Nouvelle prise de position à l'achat. Donc désormais j'ai deux positions acheteuses sur Eurodoll, deux positions acheteuses sur l'or, deux positions acheteuses sur NZD et USD. Et USD CAD se porte plutôt pas mal. En fait non, on est juste au point d'équilibre sur USD CAD. Donc rien de grandiose pour l'instant. On a vraiment du mal à casser la zone de résistance horizontale hein, sur USD CAD. Donc on laisse courir ça. Moins 14 euros actuellement. Alors USD CAD, on est dans le sens de la dynamique de fond. Alors par contre on va appliquer. Merde. Les moyennes mobiles. Donc on voit qu'on a une dynamique quand même haussière, hein, c'est clairement. Plus bas de plus en plus haut ici. Plus haut de plus en plus haut. Voilà. Alors sur le chat écrit, alors yo, j'ai un peu de temps, disait Pip Surfer, le disait ok, ou là ça va partir. L'accent chez Québécois, chez un mec c'est drôle, mais chez une fille c'est vraiment moche, il est neutre. Alors, un petit truc par rapport à... Ah oui, l'ouverture des marchés US.
Je vais regarder ce que ça a donné avec le S&P ici. Donc on a S&P qui a ouvert en baisse, on voit ici en 5 minutes. Et là on a des acheteurs qui tentent de revenir. Donc on verra ce qu'il y en a. Il faut se méfier des problèmes de cotation à chaque fois sur les marchés US. Et donc sur le DAX, à peu près le même scénario. Ouverture en baisse, petite phase de correction pour le moment. Se méfier des premières minutes de cotation. Voilà. Moins 12 € au niveau de l'ensemble des positions ouvertes. Donc ça on avait vu là, où là il est enrhumé. Jack Herr qui faisait ça. Une autre qui disait lol l'action chez EKO, ça on avait vu. La Céline Dion du trading. Note BCR. Mais non. Écoutez, au moins les Québécois sont très forts, ils ont réussi à vendre Garou à la France, disait Outada, voilà. Belle remarque. Alors, en effet, c'est des bons traders. Hein. On voit que les marchés sont morts. Tu as oublié Isabelle Boulet aussi. On s'en serait passé, disait Neutre, euro-dollar. Ouais, bon, après, ils ont quand même amené Céline Dion. Yep, on a touché S1 sur Eurodoll. On retourne la bougie en D1. Attention à la tendance. On verra ce qu'il en est. En journalier sur Eurodoll, en effet, on repart à la baisse du coup. Moins de nouvelles positions. Moins 11 € au niveau de l'ensemble des positions ouvertes. On va voir ce que ça donne. De grâce, ne tradez pas, c'est trop dur. Ça va monter Eurodoll, pense à M15. Pour le moment, je suis sur une résistance pas encore cassée. Une résistance ou un support M15, vous voulez dire. Pourquoi tu achètes l'euro-dollar? Le plus haut est de plus en plus bas. Alors, en effet, c'est contre la tendance de fond. C'est une prise de position contrariante, donc contre la tendance. Donc, à court terme, on est contre la tendance. On a testé la zone de support sans vraiment la franchir pour le moment. Après, on peut repartir à la baisse et la casser. Si j'ai pris une position à l'achat, c'est parce que pour moi, il y a eu de l'excès baissier. Et que on devrait, je pense, hein, c'est mon pari, je peux très bien me tromper, mais j'ai mon stop loss si ça se passe mal, marquer un pullback avant de repartir à la baisse. Donc c'est mon pari, on verra ce qu'il en est. Donc c'est un peu la même idée pour l'or, sauf que l'or j'ai encore des connexions autres qui viennent également du fait que l'or est quand même un actif, une valeur refuge importante. Et donc quand on a des grosses phases de correction, je pense que les acheteurs peuvent en profiter au moins sur du court terme pour reprendre des positions d'achat, ce qui peut amener un rebond. Voilà mes différentes idées. Sur mes prises de position acheteuses qui viennent d'être prises. Salut à tous, salut Sam, ça va? Red9 qui nous dit M15, tu veux dire un support? Voilà, c'est ça. J'étais en train de calculer le support justement. C'est pas vraiment gentil pour les Québécois fans de ce site, disait Forex Newbie. Alors, ouais, les remarques sur le chat c'était pas très sympa, mais s'il y a des Québécois, vous êtes bien sûr les bienvenus pour vous défendre et pour vous moquer des Français, ce sera de bonne guerre. Voilà. Pas très gentil pour les Québécois comme moi. C'est vrai, Forex Newbie, mais surtout le prends pas mal hein, et défends-toi. Red9 qui est, moi j'ai support à 1.3103. Alors, on a fait des points de vue exprimés par les analystes de chez DailyFX, avec notamment Nicolas Chéron qu'on recevra prochainement. On va regarder ce qu'il se disait ce matin. Donc on va écouter l'avis de Nicolas Chéron. Je vous retrouve dans quelques instants. Donc ça charge. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue pour le Morning Meeting DailyFX de 11 h. Nous sommes mercredi 7 mars et les marchés tentent de reprendre un petit peu de couleur après le véritable sell-off, les ventes paniques auxquelles nous avons assisté hier. Dans les Morning Meetings précédents, nous avions vu à quel point sur les indices il fallait être factuel.
Seule une rupture des supports et des moyennes mobiles à 20 séances sur les indices était à scruter pour que les vendeurs puissent rentrer en position. Ces signaux ont été donnés hier et nous sommes passés directement des supports cassés aux supports suivants qui ont favorablement réagi. Les investisseurs se font des frayeurs alors que en cette fin de semaine, nous attendons de voir où les investisseurs privés en sont au niveau de la dette grecque. Nous aurons des réponses à ce sujet jeudi. Et vendredi, nous terminerons la semaine par le NFP, donc le chômage mensuel aux États-Unis. En bref, jeudi et vendredi, volatilité et mouvements puissants, je pense, seront au rendez-vous. Et on devrait rapidement être fixé à savoir, est-ce que hier, nous avons eu des vagues de peur entraînant des excès baissiers en direction de supports tangibles à partir desquels nous allons rebondir et nous stabiliser? Ou bien sommes-nous ce jour, mercredi, en train de faire un rebond technique après la baisse d'hier, avant que les vendeurs n'enfoncent le clou, que ce soit avec l'ADP de cet après-midi à 14h15, ou bien les nouvelles du CAC grec demain jeudi, ou bien le NFP de vendredi. Donc, la question est simple. Quand on regarde un indice comme le CAC 40, a-t-on donné un signal baissier? Sommes-nous dans un rebond technique pour mieux baisser? Ou tout simplement est-on passé de haussier à neutre? Et si on considère qu'on est neutre et dans un range, on a un support à 3350, une résistance à 3500, et dans un range, qu'est-ce qu'on fait? On achète en bas et on vend en haut. Donc, il y a différentes écoles, ça dépend aussi des points d'entrée qui vous sont alloués par le marché, j'ai envie de dire. Pour moi, il est totalement légitime que le CAC qui passe de 3500 à 3350 points, qui arrive sur un magnifique support, rebondisse. Après, valait-il mieux se placer à l'achat à 3350 pour viser 3400, voire 3430 points à un retour sur MM20? Ou vaut-il mieux attendre que le CAC rebondisse vers ces fameux 3400, 3430 pour shorter et jouer potentiellement une deuxième vague baissière? Il est difficile pour moi de faire des plans sur la comète à ce sujet. Ceux qui sont à l'achat, de toute façon, le sont. Si cet après-midi, avec l'ADP, on a un reflux, qu'on revient sur le support, bah, pourquoi pas mettre ce support à profit pour acheter un éventuel repli à proximité du support. Si par contre la hausse l'emporte, laissez monter le marché le plus haut possible pour ceux qui veulent vendre sur rebond. En fait, ce schéma, on le retrouve sur pratiquement tous les actifs risqués, que ce soit les matières premières, les indices ou les paires d'actifs risqués, on est passé de tendances haussières à des tendances neutres et on a atteint des supports dans ces tendances neutres. Donc maintenant, on est dans un rebond technique. Vous voyez que je peux prendre le 440 comme je peux prendre le NZD. Le NZD était haussier, puis il s'est placé dans une stabilisation à plat, neutre. Il a cassé par le bas pour venir chercher un beau support à 0,81. Alors celui-là, je l'ai mis en évidence parce que sur le NZD, on a travaillé ce support en mai 2011, en juin 2011, en juillet, en août, en septembre 2011, en novembre 2011, et on vient de revenir le tester. Donc la question hier était, nous allons approcher de supports sur certains actifs, va-t-on casser ces supports et accélérer à la baisse, ou bien va-t-on enfin avoir le droit à un rebond technique? Je vous ai dit hier que j'étais plutôt pour le scénario d'un rebond technique. Quand j'ai pris en exemple l'euro-dollar, je vous ai dit que j'attendais une réaction à 31,40, voire en intraday 31,20, puisqu'on avait le S2, donc le pivot S2 qui était en soutien à 31,20. Les marchés ont poussé jusqu'à 1,31 et puis là, on a enfin une stabilisation, un euro qui a repris 50 points depuis ses plus bas. C'est un peu la même chose sur d'autres paires. Regardez le NZD, on avait le support à 81,20 hier, on est à 81,90. Ça fait quand même 90 points de rebond. Le Dow Jones a atteint 12 740, il a déjà repris 70 points depuis le support. Alors, donc voilà, le plan se déroule plutôt bien. On était dans des séquences neutres sur les paires du Forex, et puis on a eu des excès baissiers vers de beaux supports sur le NZD, sur l'AUD, sur l'euro.
Sur les matières premières, on a eu de nouvelles impulsions baissières, mais elles n'ont pas suffi. Car quand on regarde l'argent, eh bien les 32, 50, 33, ça tient toujours. Donc, il n'y a pas encore eu de signal baissier fort comme escompté. L'or, on a accéléré sous les 1688, on a perdu à peu près 25 $. Donc ceux qui étaient vendeurs en ont profité. Maintenant, peut-être qu'un rebond technique pourrait se mettre en place puisqu'on est dans la zone des 1675, zone qui avait déjà fonctionné ici en novembre, ici en octobre. Donc il se pourrait qu'on ait une petite réaction pour remonter vers les résistances avant de potentiellement baisser plus bas. Donc le schéma est le même sur tous les actifs. On était haussier, on est passé neutre, des supports ont lâché, on a atteint les suivants, on a eu des réactions. Nous sommes maintenant dans des rebonds techniques sur la plupart des actifs. Nous allons déterminer les supports à casser pour les vendeurs, pour aller plus bas, et nous allons définir les points vers lesquels les cours pourraient se diriger pour que ceux qui ont acheté puissent sortir et que ceux qui veulent vendre puissent le faire sur rebond technique sous des résistances intéressantes. Alors commençons tout d'abord par le dollar index. Le dollar index a cassé sa résistance des 9895 points hier pour atteindre les 9940 points. 9940 points, ça a été travaillé quand même à de nombreuses reprises au mois de décembre et au mois de janvier. On est dans une dynamique plutôt haussière sur le dollar index, mais rien n'empêche de revenir soit à 9890, soit même à 9850 ici, avant de potentiellement repartir à la hausse. Donc, si et seulement si le dollar casse ses plus hauts et accélère, là c'est direction 10 000 en ligne droite et il n'y aura pas de discussion possible, les actifs risqués continueraient leur baisse. Néanmoins, à court terme, je pense que même si hier on a cassé une résistance, on a accéléré, pour l'instant on a un beau reflux et que ça pourrait conduire à une stabilisation sur une ou deux séances. Bien évidemment, ça dépendra cet après-midi de l'ADP, demain de la Grèce, vendredi du NFP, donc difficile pour moi de faire des plans sur la comète. Je juge néanmoins que après avoir pris plus de 200 points, le dollar index pourrait consolider avant potentiellement de repartir à la hausse. L'euro-dollar. Alors l'euro-dollar, mon schéma est simple et j'ai l'impression que certains ne l'ont pas compris. Mon constat sur l'euro-dollar, c'est qu'on est dans une tendance baissière de moyen terme. Et que si la tendance baissière de court terme prend le pas, alors on pourrait devenir baissier en journalier. Pour l'instant, nous ne sommes pas baissier en journalier. Je le dis et le répète, l'euro-dollar était haussier et il est passé neutre. C'est-à-dire que considérez en gros la sortie 1,33, 1,35 comme un excès et vous aurez en fait un euro-dollar qui se promène entre 1,3030 et 1,3320 depuis maintenant un peu plus d'un mois. Plus nous arrivons vers les 1,3080 et 1,3030, plus nous arrivons vers de beaux supports horizontaux testés à plusieurs reprises et la MVA 45. Cette MVA 45, je l'utilise parce que on est venu à tester une fois, deux fois ici, une troisième fois à la prochaine, quatrième fois on a pris support ici et là on l'a rasé hier. Voilà. Donc mon scénario depuis 2 jours est que, sachant que je n'étais pas vendeur depuis 34,80 et lors de la cassure de MM20 à 1,3260, sachant que je ne pouvais pas profiter de points d'entrée optimum pour shorter, eh bien, j'attendais qu'on revienne au plus près des supports pour payer. Oui, c'est du contre-tendance en données horaires, mais je vous le rappelle que à la base, je pars de constats journaliers que je donne dans le morning meeting. Les constats, c'est que 1,3140, 1,3080, 1,3030 sont de beaux supports et j'ai donc tenté des achats hier aux abords des 1,3141 et 1,3120. Car les mouvements baissiers sur les marchés se font rarement en ligne droite. Nous avons une séquence baissière sur l'euro-dollar. Je pense qu'on pourrait rebondir vers MM20 à 32,50, voire jusqu'à 1,33, 1,3320. Il n'y aurait pas mieux pour que les acheteurs espèrent qu'en fait les marchés tiennent et que les vendeurs qui ont vendu trop tard se fassent attraper leur stop avant que le marché justement redécale à la baisse. Donc, dans un scénario baissier, pour ceux qui sont les plus baissiers, le fait qu'on ait fait une séquence baissière 1,35, 1,31, qu'on repasse de 1,31 à 32,50, 33, puis qu'on reparte à la baisse, c'est un scénario
habituel pour ceux qui jouent un passage d'une tendance neutre à une tendance baissière. On ne passe pas de haussier à baissier sur un actif en 2 coups de cuillère à peau. Il faut stabiliser, casser la dynamique haussière en place, devenir neutre, c'est ce qu'on a fait, et ensuite il faut concrétiser. Or, pour concrétiser, il faudra des mauvaises nouvelles. Nous verrons donc si ADP, KGREC et NFP enfoncent le clou ou au contraire permettent un rebond conséquent, ce qui n'est pas du tout impossible. Sur l'euro-dollar, évidemment, si on casse les plus bas d'hier suite aux statistiques de cet après-midi, les vendeurs reprendront la main et on aura les 1,3080 et les 1,3030 en visée. En attendant, le scénario d'un rebond technique est tout à fait plausible. Voici l'euro-dollar en données 2 heures. Donc en données 2 heures, j'ai un canal baissier ici en bleu. Nous nous sommes stabilisés à proximité de la borne haute de ce canal vers 5-6 heures du matin et on tente actuellement de sortir du canal. On est sorti du canal, mais on se confronte aux 1,3160. Les 1,3160, c'est les plus hauts d'hier matin, et c'est les plus hauts du 5, donc de lundi. Les plus bas du 5, excusez-moi. Donc, si on arrive... Alors, je reprends le micro, je vous laisse le lien pour ceux qui veulent regarder en entier cette analyse de Nicolas Chéron. Voilà, vous avez le lien sur le chat. On va reprendre nos graphes. Et donc, il y a eu de la correction intéressante, on n'est plus qu'à 6,70 € de perte. Donc on est passé à 66 centimes de profit sur la dernière position ouverte sur Eurodoll, 1,59 € sur la dernière position sur l'or, on est positif sur l'or, 11 centimes de profit sur la dernière position sur NZD-USD, USD-CAD on est à moins 1,04 €, euro-dollar, donc voilà. Donc pour l'instant il faut laisser courir, 6,31 € de perte, on va voir si la phase de correction s'enclenche réellement. Sur l'euro-dollar on voit qu'on n'a pas parvenu à franchir la zone de support, donc on va rajouter un second support horizontal, voilà. Donc cette zone de support se met en place ici, les acheteurs tentent de revenir, on entre en contact avec les moyennes mobiles exponentielles court terme, donc ils forment une vague. Si on parvient à les franchir, on peut se retourner, sinon pour rebondir, repartir à la baisse. On verra ce qu'il en est. Alors je supprime les éléments qui ne nous servent pas, on reste dans une journée modérée pour l'instant, entre le point pivot et le S1 qu'on n'a pas atteint pour le moment. Donc c'est modéré, on voit que les vendeurs ont du mal à progresser. Sur Eurodoll, sur l'or qu'on a ici, les acheteurs sont pas mal revenus, on est en profit désormais avec nos deux positions. On a rebondi sur la zone de support oblique haussière et donc les acheteurs semblent motivés à reprendre en main ce marché, on verra ce qu'il en est. Alors, on reprend ce qui est dit ces dernières minutes sur le chat écrit, ça on avait vu, ok, ça on avait vu. Viper qui disait l'or va baisser pour atteindre le support à 1635 d'ici les prochains jours d'après Isanalyst. Alors c'est qui ça, Isanalyst Viper? C'est quelqu'un de connu, c'est basé sur quoi? C'est un système, n'hésite pas à préciser Viper. On déconne, ça on avait vu. Arf, j'ai regardé cette vidéo avant l'émission, disait M15. T'inquiète, on va pas la regarder en entier M15, donc voilà. Alors Rednef qui nous donne un lien, les nuls, les québécoises, d'accord. Lol, c'est dingue que les analystes regardent le chômage et ignorent comment... Alors je comprends pas. Et ignorent comment se fait le chômage comme les commandes industrielles qui sont en berne. Ah oui d'accord. Lol se font rarement en ligne droite, il ferait en 2008-2009. Moi allez, je vais bosser les traders. Ok PubSurfer, bah, bonne journée à toi. Ça s'est bien passé jusqu'à présent ou t'as complètement fini? Et donc tu vas être simplement en démo, prendre quelques positions cet après-midi. Bon courage PubSurfer, disait M15. Ok. Donc voilà ce qui était dit. Alors sur l'or, bah, pas grand chose à signaler. Moins 7 € pour le moment sur l'ensemble des positions ouvertes. Donc on reste sur une journée négative. On va voir comment ça progresse. On a encore du temps, il est 16h02. De toute façon on va finir assez tard, hein. Enfin ça dépend en fait du contexte comme d'habitude. Et donc bah, tant qu'il n'y a pas de nouvelles majeures, je continue à chercher l'info, à comprendre ce qui se passe, qui anime le marché. En l'occurrence il n'y a pas de gros mouvements, donc il n'y a pas grand chose qui anime le marché. On va se connecter du côté de BFM Business, voir s'il y a des réactions. On écoute ça. Le 3/4 de ces projets, ces 4 pays, ce sont la Chine, la Russie,
l'Inde et la Corée. Pierre Galonax avec Stéphane Soumier sur BFM Business ce matin. Un mot du dossier Uramine. Dans un rapport aujourd'hui, 2 députés, un UMP et un PS, pointent des carences d'Areva et de l'Agence des participations de l'État lors de l'acquisition de la société en 2007. Les députés parlent d'un pari industriel pas illégitime mais trop coûteux pour Areva. On passe à l'actualité des entreprises avec PSA qui n'exclut pas de prendre à terme une participation dans General Motors, mais ce n'est pas le bon moment, a dit Philippe Varin, le président du directeur du constructeur français qui est actuellement au Salon international de l'automobile à Genève. L'alliance entre PSA et GM est bien entendu sur toutes les lèvres à Genève. Les fans d'Apple pendus, eux, aux lèvres de Tim Cook. C'est ce soir que le groupe doit présenter la nouvelle version de l'iPad. Et comme d'habitude, les rumeurs vont bon train. Anthony Morel est notre spécialiste en nouvelles technologies sur BFM Business. Anthony, à quoi peut-on s'attendre avec cette nouvelle tablette ? Bon, il faut être honnête, on ne s'attend pas à des changements spectaculaires. A priori, 3 évolutions quand même qu'il va falloir regarder sous le capot de l'iPad 3. L'amélioration la plus probable, c'est l'arrivée d'un processeur plus puissant qui va permettre de faire tourner des jeux, des applications plus rapidement. Et ça, c'est un enjeu clé puisque certains constructeurs commencent à sortir des tablettes quadricœurs avec des processeurs extrêmement puissants. Et pour Apple, il s'agit de s'aligner ou au moins de se rapprocher de ce type de performance. Le deuxième changement majeur devrait concerner l'écran qui devrait désormais embarquer la technologie dite Retina Display qui est déjà présente sur les iPhones, sur les iPods aussi et qui devrait booster la résolution de l'image. La dernière évolution notable, ce serait l'arrivée de la technologie 4G sur l'iPad qui permettrait à la tablette d'Apple de tourner sur les réseaux de nouvelle génération avec des débits 10 fois supérieurs à ceux qu'on connaît aujourd'hui. Là encore, il s'agit de réagir alors que les premières tablettes 4G sont déjà sorties depuis un moment aux États-Unis notamment. Et donc c'est ce soir qu'on saura précisément à quoi ressemble ce nouvel iPad. Dernier jour de dépôt de candidature pour la reprise de Flammarion. Gallimard s'est officiellement porté candidat aujourd'hui. Il y aurait 7 volontaires en tout. Le fonds stratégique d'investissement pourrait participer pour s'assurer que Flammarion soit bien repris par un Français. AXA de son côté va acquérir les activités d'HSBC à Hong Kong, Singapour et au Mexique pour 374 millions d'euros. Du coup, l'assureur français va pouvoir distribuer ses produits en exclusivité à travers les guichets du banquier britannique dans ces 3 pays, plus en Inde, en Indonésie et en Chine aussi. L'opération devrait être finalisée au second semestre. Thales souhaite une participation significative dans le capital de Nexter. L'équipementier négocierait entre 10 et 25% du capital du fabricant de Charles Leclerc en échange de l'apport de sa division de munitions. Et puis, l'on termine avec Adidas qui annonce un bénéfice en hausse de 18% pour 2011 à 671 millions d'euros. L'équipementier allemand compte faire encore mieux pour 2012. BFM Business, merci d'être avec nous, il est 16h06. BFM Business, 15h, 18h, Intégral Bourse. Et c'est un rebond fragile sur les marchés cet après-midi. On gagne 0,6% à Paris, 0,2% à Francfort, 0,5% à Milan. Du côté des autres places, on notera la bourse d'Athènes qui recède 0,2% mais qui avait terminé sur une très belle hausse. Hier, rebond fragile alors que justement on attend de connaître la participation des créanciers privés à cet échange de dette grecque. Des créanciers privés qui ont jusqu'à demain soir 21h pour se prononcer. Quelques chiffres qui sont sortis aujourd'hui, des chiffres officiels sortis par le lobby mondial de la finance, l'IIF, qui nous dit que concernant les membres de l'association, ceux qui ont déjà dit oui à l'échange de dette grecque ne représentent qu'à peine 40% de la dette qui doit être restructurée, soit environ 80 milliards d'euros. On est pour l'instant loin du compte, mais c'est vrai que tout le monde ne s'est pas encore prononcé sur cet échange de dette. En attendant, le marché observe tout ça avec beaucoup d'attention et c'est le statu quo après la forte baisse d'hier aujourd'hui. Bon chiffre aux États-Unis, ça permet aux indices là-bas aussi de se reprendre assez nettement, plus 0,5% notamment pour le composite du Nasdaq, plus 0,3% pour le Standard & Poor's 500. Ce sont les chiffres ADP dévoilés comme toujours 48 heures avant ceux du ministère officiel, du ministère du Travail américain, et c'est bon, c'est toujours largement au-delà des 200 000 créations de jobs, c'était le mois dernier, donc avec ce chiffre de 216 000 créations d'emplois dans le secteur privé, et ça bat une nouvelle fois le consensus. Et puis Bourbon, on est avec le directeur général de Bourbon il y a quelques minutes, Christian Lefebvre, qui nous parlait notamment de son programme d'investissement et de cette extension de sa flotte de navires avec des navires de plus en plus innovants, de plus en plus performants. Bourbon qui déçoit un petit peu sur ses résultats 2011, néanmoins le résultat net et le résultat
opérationnels sont, semble-t-il, sous les attentes du marché, mais le marché du pétrole, le marché pétrolier des investissements est en phase de retournement, nous disait Christian Lefebvre. Le titre Bourban, donc sanctionné aujourd'hui, moins 5% à 24,14 €. Allez, 16h08, on se reconnecte tout de suite à la zone euro, la macroéconomie d'ailleurs, un macro global tout de suite avec Philippe Wechter. 15h, 18h, Intégral Bourse. L'émission 100% Bourse. Grégoire Favet, Sébastien Poinon sur BFM Business. Bonjour Philippe. Bonjour Sébastien. Vous dirigez la recherche macroéconomique de Natixis Asset Management. C'était passé un petit peu inaperçu. Enfin, on n'en parlait plus trop depuis quelques semaines là, mais c'est vrai que ces doutes sur la croissance globale sont en train de revenir très nettement. Hier d'abord, hier matin le Brésil, dans la journée, ou plutôt hier matin la Chine, puis le Brésil, et ce matin l'Australie. L'Australie, qui on le rappelle, était quand même le dernier grand pays industrialisé à être passé à côté des dernières crises, et qui semble un peu rattrapé quand on voit le 4e trimestre 2011, Philippe. Oui, c'est vrai qu'on avait eu envie d'oublier que la croissance était fragile, que les indicateurs qu'on suivait en Chine et en Asie étaient fragiles. Les indicateurs PMI du secteur manufacturier sont toujours très très fragiles en ce début d'année en Asie, et on avait envie de pas les voir, et on préférait bénéficier de la baisse d'aversion au risque qu'on avait constatée suite à notamment à l'opération de la BCE, aux opérations de la BCE. Et là, on rentre dans une situation un petit peu nouvelle. Effectivement, on a des chiffres brésiliens. On a encore vu la production industrielle aujourd'hui au Brésil qui n'était pas bonne. Ce chiffre australien qui l'est un petit peu moins. Et voilà, en fait, on a toujours un doute sur la croissance. On a une interrogation sur les sources de l'impulsion de croissance globale, parce que la Chine va pas très vite, et qu'il y a des interrogations sur la façon dont l'Asie va pouvoir créer une impulsion sur le reste du monde. En 2009-2010 et une partie de 2011, la dynamique chinoise avait créé une impulsion sur le reste du monde. Cette impulsion est moins forte aujourd'hui, nettement moins forte, et on perçoit un peu partout des interrogations sur la croissance, et on l'a encore vu tout à l'heure avec les commandes allemandes, les commandes à l'industrie allemande qui sont en ralentissement significatif. Effectivement, la Chine, c'est toujours très compliqué, étriqué entre la bulle et puis l'atterrissage compliqué, le hard landing. Pour l'instant, ça se passe quand même plutôt bien. Ça reste très très bien piloté par Pékin. Vous l'évoquiez aussi, il y a ces doutes en Europe. Ça freine de toutes parts, et ça freine aussi maintenant aussi en Allemagne. Et du coup, on sent que ça pourrait leur faire lâcher du lest, notamment là sur les mécanismes de soutien, FESF et mécanismes européens, enfin MES compris. Oui, on a eu envie de croire qu'il y avait une reprise, parce que effectivement les chiffres de décembre, janvier, notamment dans les enquêtes, étaient meilleurs. Mais on a vu aussi des chiffres de consommation qui n'étaient pas bons, des chiffres de production industrielle qui étaient fragiles, et on est dans cette logique d'une croissance très modeste, très fragile, aussi bien en Europe que dans le reste du monde. Alors un peu plus en Europe, parce que les chocs subis ont été très importants, et c'est cette situation qu'il faut prendre en compte. Alors effectivement, ça pourrait inciter l'Allemagne à être un peu plus coulant sur ces orientations. Ça pourrait être aussi une orientation plus favorable, plus accommodante du côté de la BCE, même si on n'attend pas de mouvement demain, mais on attend probablement des taux d'intérêt un peu plus bas, parce que il va falloir que la BCE aussi contribue à soutenir la croissance. Et aujourd'hui, elle ne peut le faire qu'avec des taux d'intérêt plus bas, et en indiquant très clairement qu'elle maintiendra ces taux d'intérêt très bas pendant très longtemps pour modifier durablement les anticipations de tous les intervenants sur le marché. Bon, et sur la BCE, là, si on reste côté Banque Centrale, réunion demain, bien sûr, Philippe, est-ce qu'on va avoir le retour à un discours un peu plus orthodoxe là de Mario Draghi ? Probablement, mais ce qui va être intéressant, ça va être de savoir ce qu'il racontera sur la croissance, quels sont les éléments qui seront évoqués sur ce point, après les nouvelles moins enthousiasmantes qu'on a pu avoir, que ce soit avec les indicateurs PMI du secteur manufacturier, que ce soit avec ces indicateurs de commandes qu'on a eu en Allemagne aujourd'hui. C'est ce discours-là, cette partie du discours qui va être intéressante, parce que on l'a bien vu la semaine dernière, la BCE a donné
un grand nombre un montant tout à fait considérable de liquidités. Et maintenant, il faut qu'elle passe à autre chose, mais qu'elle continue de soutenir l'activité et elle va probablement indiquer des inquiétudes supplémentaires sur l'activité et ça préjugera probablement d'une politique monétaire plus accommodante dans le futur. Eh bien, évidemment, conférence de presse, enfin décision à 13h45 sur les taux. Et là, il y a quand même une petite surprise à attendre, hein, ou pas d'ailleurs, du côté de Mario Draghi. Et puis donc, émission dès 14h. Intégral Bourse prendra exceptionnellement l'antenne 1 heure plus tôt pour suivre dès 14h30 la position et la conférence de presse réunie donc à Francfort. Mario Draghi et les membres de la Banque Centrale Européenne. Merci beaucoup Philippe Wechter en direct de Natixis Asset Management. Pratiquement 16h40, on se reconnecte au marché, on va bientôt rentrer dans la dernière ligne droite. Pour l'instant, Grégoire, c'est du vert, mais on sent que c'est quand même très très fragile. On est un peu groggy là, après la clôture d'hier. Effectivement. Voilà donc le point réalisé par BFM. Alors, on reprend l'étude des marchés, mais c'est pas très passionnant, hein. C'est pour ça que quand c'est pas passionnant, il faut être patient et savoir s'intéresser à d'autres choses, etc. Parce que quand il n'y a pas de mouvement, et comme là par exemple j'attends du mouvement, je cherche la tendance, il y en a qui vont se contenter justement quand il n'y a pas de mouvement, ça va être des marchés propices pour leur trade. En tout cas quand le contexte n'est pas propice au trade, à part si on sait vraiment s'adapter, etc. Ce qui n'est pas possible avec toutes les stratégies, toutes les approches, moi en l'occurrence là je peux pas actuellement. Il faut savoir prendre du recul et s'intéresser un peu à d'autres choses. Alors, c'est dingue les analyses, on a vu. Ok, bon les ça on avait vu. Bon, bon courage plusieurs fois. Moi, ce soir, que je vends mon Apple. Tu vas vendre du Apple, lol, alors? Moi, j'en avais parlé. Bon, finalement, j'ai pas beaucoup de repères. Je suis plus concentré sur le Forex. J'avais dit que j'étais plutôt vendeur sur le titre Apple. Après, j'ai pas énormément de repères. C'était plus un feeling. Je le ferai pas pour le moment. On verra par la suite. D'ailleurs, il paraît qu'Oanda vont proposer les CFD, là, bientôt. Donc, j'aurai peut-être l'occasion de faire ce type d'opération par la suite. Ça dépend des frais, des commissions, etc. C'est litigieux de trader dans ces conditions avec l'annonce de la Grèce. Les menacés sont en bas de complet. Les marchés, pardon, sont en bas de complet. C'est litigieux, oui. Après, j'ai les stops, hein, donc si ça va mal se passer, je serai stoppé. Si ça se passe bien, on verra ce qu'il en est. Alors là, il y a une position qui se passe bien, c'est sur l'or. Ça ramène nos pertes à 4 € actuellement. Pertes en cours. Donc ça se retourne plutôt pas mal. Et donc sur l'or, on est quasiment revenu au niveau de nos premiers points d'entrée. Donc la seconde position est positive de 2,68 €. La première, on perd actuellement 91 centimes. Donc on verra comment ça se passe par la suite. Faut être patient, hein. On reste dans un élan de fond plutôt haussier, donc c'est pas mal. LOL qui nous disait: je suis complètement du même avis. Les chiffres qui sont tombés sont mauvais. Et pour revenir à ce que je disais, les chiffres du chômage sont secondaires. On les connaît déjà. Le prochain chiffre en zone euro sera mauvais. Donc voilà, c'est l'avis de LOL. Bébé qui me dit: perso, le pétrole à 104, j'achète. Et je me protège à 102. Je pense qu'on va retourner vers les 110 d'ici 10 jours. On verra, mais en effet, il y a plusieurs facteurs, hein, fondamentaux propices à la hausse du pétrole. Après, attention, si on a vraiment une grosse baisse des actifs à risque, le pétrole suivra. Hein, parce que le pétrole, la demande en pétrole, dépend bien sûr de la santé économique mondiale et donc des matières premières et des produits qu'on a à transporter, etc. Donc actuellement, on a une baisse, mais on a aussi des tensions en Iran. Donc après, l'Iran, c'est 5% du pétrole mondial, je crois. Donc c'est pas non plus ça qui va changer complètement la donne, mais ça peut faire monter le pétrole, oui, c'est vrai. Donc le pétrole a bien rebaissé, on est à 104, on verra si on a la force d'aller rechercher les précédents plus hauts qu'on avait marqués la semaine dernière. Donc on avait des plus hauts qui avaient été marqués à 110 $ le baril de brut. Surtout n'hésitez pas à participer, à échanger vos points de vue, vos prises de position, etc. Bon là il n'y a pas de gros mouvements cet après-midi, mais si vous avez tout de même des signaux sur différentes paires, n'hésitez pas à l'indiquer. Alors au niveau du calendrier, on aura des nouvelles importantes ce soir à 21h par rapport au dollar néo-zélandais avec le relevé des taux d'intérêt et l'énoncé des taux RBNZ.
Donc relative économie néo-zélandaise toujours, donc on verra ce qu'il en est. Annonce de la politique monétaire RBNZ, donc ouais, beaucoup de choses ce soir. Ça devrait bouger du côté de NZD-USD, j'ai une position en cours. J'en ai même 2 actuellement. Je pense que j'en ferai une avant la publication ce soir. On verra ce qu'il en est. Compte courant demain, oui, donc je regarde pour demain les grosses nouvelles. Par rapport à l'économie européenne, on aura l'annonce des taux d'intérêt à 13h45 et on aura les réductions du chômage US à 14h30. Demande d'indemnisation au chômage permanent à 4h30 relative à l'économie américaine. Un mot du président de la BCE, Mario Draghi, à 14h30. Donc demain, ça devrait bien bouger, de nouvelles d'ordre fondamental. Donc on écoutera ça. Alors Tilk qui nous a rejoint de nouveau, salut Tilk. Ce soir là je vais acheter l'affaire, j'aurais fait une belle plus-value de 40$ sur 100 AC. C'est quoi que t'appelles AC LOL? Apple tu veux dire? Si l'iPad 3 est pourri ou pas, à la hauteur ça risque de tomber. Alors Tilk qui nous a rejoint de nouveau. LOL qui nous dit mais je vais en acheter un quand même. Pourquoi? Il y a un nouveau téléphone qui va sortir là? C'est ça LOL? Alors 2 petites secondes, désolé. Ça j'avais pas suivi l'actualité par rapport à ça. Oui allô? Oui. Et il ne fait aucun doute pour nous que l'attitude de la Réserve fédérale américaine depuis le début de la crise financière a toujours été la même. Si l'économie américaine a besoin de soutien, la Réserve fédérale est là pour lui donner du soutien. Donc on n'a aucun doute sur le fait qu'il y a deux scénarios possibles où la reprise économique est avérée aux États-Unis et effectivement il n'y aura peut-être pas de quantitative easing plus prononcé, mais les taux resteront bas de façon à soutenir l'économie, ce qui est plutôt profitable alors. Où les chiffres américains deviennent un peu décevants et à ce moment-là, Ben Bernanke n'hésitera pas à faire ce quantitative easing numéro 3. C'est pour l'instant l'hypothèse qu'on privilégie. C'est pour ça que dans nos fonds matières premières, en particulier Prime Commodities, on est aujourd'hui 100% investi sur les matières premières. Et pourtant, on pensait les $2000 à portée de main il y a encore quelques mois de cela. On est $300 en dessous, voire plus. Alors, comment expliquer non pas ce désamour, mais c'est effectivement ce désinvestissement assez massif là. Qui vend de l'or? Alors, c'est là la question vraiment intéressante. Si on regarde exactement comment s'est fait ce décrochage de l'or, en réalité, l'essentiel du